Long rebound. Steph, no timeout with 6. At 5, Curry for the lead. The game's a game. The game's a game. The game's a game. The game's a game. Always. Salut à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast de l'équipe Rivers Basket Session. J'avais fait un petit break d'une semaine, mais j'ai été parfaitement suppléé par mes acolytes Shai Mamou, Antoine Pimel, que je suis ravi de retrouver. J'ai pu suivre leur analyse du basket et de la NBA, de l'actuelle NBA tous les matins avec le CQFR, comme vous savez désormais du lundi au vendredi, le CQFR, et puis la Late Session que vous pourrez retrouver ce soir sur Twitch en live pour parler un peu de basket de manière un peu plus détendue, un peu plus tranquille. Moi j'étais plutôt pépère cette dernière semaine, j'ai pu regarder l'essentiel des matchs, j'ai même pu prendre un peu le soleil dans une ville où Antoine Pimel a laissé autant de chevilles cassées que de cœurs brisés, parce que j'ai eu la chance d'aller à Toulouse, c'était plutôt cool, je vous raconte ma vie. Mais je suis ravi de vous retrouver tous les deux. Non, t'as pas l'air sûr de toi, Antoine, là. Mais j'étais aussi, t'aurais dû me dire, on se serait capté. Non, mais ça c'est voilà. Belle communication d'équipe. Les mecs. C'est basket session Rivers. Dans toute sa splendeur. c'est pile ça, c'est l'ADN de ce qu'on fait. Toujours bon, mais toujours capable aussi de se louper salement dans le clutch. À propos de clutch, il y a vraiment, ces dernières années, les playoffs c'est toujours un kiff. C'est toujours un kiff, mais là, franchement, cette année, c'est quand même du très, très lourd. On a décidé de faire un podcast un peu spécial, pas une thématique sur une équipe en particulier ou sur un match-up. Voilà, on a voulu couvrir un petit peu tout ce qui se passe dans les 4 séries qui nous occupent en ce moment et de se poser un petit peu les questions qui fâchent, les questions qui tuent, des questions qui peuvent un peu déranger, soit dans le moment ou soit pour la suite des événements. Parce qu'il y a pas mal de choses quand même qui sont marquantes, comme vous le soulignez tous les matins dans le CQFR, les gars. Et donc, moi, je voudrais commencer par une question toute bête. Est-ce qu'on ne devrait pas renommer Devin Booker ? Et je pense qu'il faudrait l'appeler Devin fucking Booker, maintenant, à chaque fois qu'on prononce son nom. Parce que les playoffs qu'il est en train de faire, je ne sais pas si on prend la mesure en fait, de l'exploit qu'il est en train de réaliser pour un joueur de sa taille, un joueur de son poste. Moi, j'ai pas les mots, en fait. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a le poste de jeu, le style de jeu, l'héritage qu'il revendique un peu de Kobe, donc qui n'est pas un joueur qui a toujours brillé par ses pourcentages d'adresse. Il avait bien d'autres qualités, mais c'était pas forcément. Il était capable de sortir des pourcentages un peu moins sexy que ceux que sort Devin Booker en ce moment. Et surtout, avec les coéquipiers qu'il a, il est dans une équipe avec Kevin Durant, qui est un des meilleurs attaquants de tous les temps. Et il arrive à être le meilleur scoreur, le joueur le plus adroit. Il a une adresse de pivot quasiment. Enfin, ça n'a aucun sens. Là, j'ai plus les stats sous les yeux, mais j'ai écrit dessus les derniers jours. Sur l'adresse globale, l'adresse à 3 points, le volume de points marqués, le leadership, il y a tout qui est invraisemblable dans ce que fait Devin Booker ces derniers temps-là. Attends, je les ai justement sous les yeux, parce que c'est même pas les stats de pivot, c'est les stats de pivot type Shaquille O'Neal ou de Hall of Famer. Hein. C'est 36 sur les playoffs, donc Devin Booker, c'est 36,8 points à 61,7% de réussite, 51% à 3 points, 5,1 rebonds, 7,4 passes. C'est complètement dingue. En tout cas, c'est sûr que les défenseurs des Nuggets, ils doivent déjà l'appeler comme ça, Devin fucking Booker. Oh non, il y a encore Devin fucking Booker qui rentre sur le terrain, mais qu'est-ce qu'il est fort. Et je suis d'accord avec Shai, ce qui marque au-delà des performances, c'est toute l'attitude du bonhomme, en fait. Pour un gars qui s'est vachement revendiqué disciple de Kobe Bryant, il y a un côté Black Mamba pour le coup. Où je sais que Stephen A. Smith l'appelle Light Skin Mamba. Dans le leadership, la manière, en fait, il porte les Suns complètement à bout de bras. Et ses performances sur le Game 3 et Game 4 de la série, où il fait 20 sur 25 et après 14 sur 18, je crois, il fait que les bons choix, en fait. Il trouve ses positions. Il est agressif quand il faut être agressif. Les matchs où il faut déléguer un peu plus, lâcher un peu plus la balle, il le fait. Et la plus grosse surprise, finalement, au-delà de son niveau de jeu, je trouve, c'est l'évolution. Parce que je pense qu'on a tous en tête le joueur qui a claqué 70 points dans une équipe médiocre, où on s'est dit, bon, ok, on est dans une époque où ça attaque à tout va. C'est cool, il a mis 70 points, mais bon, pour quelle finalité, pour quel destin, quoi. Et moi, personnellement, je ne l'imaginais pas devenir
un leader comme ça, parce que c'est le leader, hein, il n'y a pas d'autre mot. Surtout que Chris Paul n'est pas sur le terrain, donc on le voit encore plus, je trouve. Dans la façon dont il communique avec les autres, dont il répond aux interviews, dont il interagit avec son coach, il y a plein de trucs comme ça qui, moi, me surprennent beaucoup par rapport à ce que j'envisageais pour lui au départ quand il arrive en NBA. Il y arrivait un peu sur la pointe des pieds. C'était ni la superstar de Kentucky, ni même la superstar des Suns en arrivant. Là, c'est devenu une superstar. Et on en parlait justement avec Antoine l'autre jour. Il y a ce côté où il y a un peu que lui qui croyait à ce destin-là. Et on en riait presque à l'époque quand il disait, moi, mon objectif, c'est d'être l'un des GOAT, un des meilleurs joueurs de tous les temps. Comme il y en a plein qui le disent ça. Mais on t'aurait dit il y a 4 ans, Devin Booker dit ça, est-ce que tu penses qu'il a raison? Il n'y a personne qui aurait dit oui, ça me paraît crédible, ça va être un des meilleurs joueurs de sa génération et il a ce qu'il faut pour être un des meilleurs scoreurs, tout ce que vous voulez de tous les temps. Là, maintenant, je commence à me poser des questions. Je ne sais pas quelle est sa limite et en termes de niveau de jeu, de succès, j'ai tout remis en question avec ce qu'il est en train de faire là. J'ai une comparaison, c'est James Harden avec une âme en fait. C'est James Harden avec un cœur et voilà, et une paire de testicules. Non, mais moi, ce que je trouve incroyable avec Devin Booker, c'est qu'il avait cette réputation de shooter, en fait. On en parlait même au début des playoffs, on se disait, les Suns, il leur manque un slasher, vraiment. En fait, ce qui est incroyable avec Devin Booker, c'est la variété de sa palette offensive. Tu parlais de scoreur, en fait, Shai, c'est exactement ça, c'est un scoreur. Et moi, ce que je trouve fou, c'est là où la comparaison avec alors Kobe Bryant, on parle pas du joueur, hein, je parle pas de bien sûr du palmarès, c'est pas ça. En fait, moi, ce que je trouve incroyable, c'est notamment sa qualité de travail d'appui. Il n'y a rien qu'il ne sait pas faire, en fait. Techniquement, je pense que c'est un des joueurs de basket actuels les plus complets offensivement. Flotteur, tir à 3 points. Il a un peu de post-up malgré sa taille. Quand il attaque le cercle, il y a différentes façons d'attaquer le cercle. Et maintenant, comme on en parlait aussi à plusieurs reprises, depuis 2 ans, là, il a vraiment passé un cap défensivement. Où là, c'est même pas que c'est plus comment dire, un boulet défensivement, c'est qu'il apporte, c'est même des fois lui qui donne l'élan défensif. Il fait les efforts. Il se jette dans les tribunes pour sauver des ballons. Tu vois, il exulte quand il arrive à faire perdre un ballon, à détourner. Enfin, c'est pareil, ça c'est inattendu pour moi. Ça donne le ton en plus pour les Suns. Je veux dire, ils ont intérêt à tous suivre son exemple, quoi. Ils peuvent se nourrir de son énergie et de ses performances. J'imagine en fait qu'aujourd'hui, si tu es un joueur de Phoenix, tu peux te sentir en fait, tu vois, leur équipe, elle est en construction, elle ne se connaît pas parfaitement bien, il y a une rotation qui se dessine à peine, mais en fait, juste parce qu'il est là, tu peux te dire, tu peux aller à la guerre, quoi. Tu peux te dire, mais non, mais nous, on a raison d'y croire, on a Devin fucking Booker, tu vois. Et le problème, c'est quoi? C'est que si tu te concentres sur Devin fucking Booker, il y a Kevin fucking Durant de l'autre côté. Enfin, c'est là le. J'ai beau avoir dit depuis le début, depuis ce trade, que j'avais quelques doutes sur le temps qu'ils avaient pour mettre quelque chose en place et tout ça, mais il reste que si les deux ils sont aptes à jouer et qu'autour c'est pas trop catastrophique, c'est absolument injouable quand tu dois défendre sur ces mecs-là. C'est un vrai cauchemar. Donc quand Booker profite de l'espace que lui offre Kevin Durant, mais il n'y a pas que ça. Il se crée les choses lui-même et il est le patron de ça. Il est actif dans cette conquête d'espace et d'opportunités pour marquer, alors que je m'attendais à ce qu'il bénéficie de la présence de KD, mais encore une fois, pas comme ça, quoi. En fait, ce qui est marrant, c'est que comme toujours, quand il y a des stars qui s'allient, on se pose la question de savoir... alors, je pense que c'est souvent des clichés quand même pour le coup, de savoir de qui ça va être l'équipe, comment va s'organiser la hiérarchie entre les stars, etc. En fait, la question, elle se pose pas du tout, quoi. Phoenix, c'est l'équipe de Devin Booker, Kevin Durant, mais le moteur, l'âme de cette équipe, comme tu disais Antoine, le cœur en tout cas, c'est Devin Booker. Clairement, l'an dernier, on se posait encore un peu la question, parce que il y a 2 ans, pardon. Chris Paul a fait vraiment une grosse saison. L'an dernier, on se disait, bon, bah non, là, Chris Paul est en train de passer le relais, etc. Mais là, tu as le sentiment que maintenant, tu peux mettre n'importe quel joueur à côté de Devin Booker. C'est l'équipe de Devin Booker. C'est vraiment impressionnant l'assurance que dégage ce joueur. Mais tu parlais du fait que c'était peut-être un peu surfait ce côté hiérarchie et machin, mais en fait on a vu que ça pouvait être le cas avec les Nets, avec Kyrie et KD, quand tu les vois en début de saison parler, ouais là il me faudrait 2 post-up là, 3 touches avant la fin du premier quart-temps, c'était véridique. Donc là il est passé d'un casse-tête incroyable. Ça veut dire, ça n'empêche pas que je lui en veux un peu d'être parti comme ça, hein, même si c'était la meilleure solution pour lui probablement, mais il passe d'un espèce de mot de tête permanent avec Kyrie, auquel il a participé, encore une fois, je ne veux pas l'exonérer, à quelque chose d'hyper facile et très organique avec Booker, avec lequel il s'entendait bien, et techniquement, la connexion, elle est parfaite. Mais tu sais quoi, tu sais ce que c'est le plus fou, en fait?
c'est que là, quelque part, ce move et la montée en puissance de Booker, ça peut allonger la carrière de Durant, en fait. Tu vois, genre, Durant, on s'est dit, c'est lui qui doit être ton patron si tu veux aller au titre. Je pense qu'aujourd'hui, bon, Booker est la première option là sur le début, mais Durant reste peut-être un meilleur joueur. Bon, ça reste très bizarre à dire aujourd'hui, parce que là, Booker est le meilleur joueur des playoffs, mais peut-être un meilleur basketteur. Mais quelque part, si ça venait à s'inverser, ou si peut-être que c'est déjà le cas, peut-être que c'est déjà inversé, en fait, c'est pas grave. En fait, si Kevin Durant, ça devient ta deuxième option, là, pendant 5 ans, bah, en fait, qu'est-ce qu'on a à faire d'avoir lâché Michael Bridges et Cameron Johnson, en fait, ou des pics, tu vois. Enfin, ça change toute ta dynamique. Si tu te dis, ah ouais, mais en fait, à un moment, Kevin, genre, en fait, finalement, notre joueur qu'on pensait serait notre numéro 2, genre, on a fait venir Durant parce qu'on s'est dit, tiens, il nous manque peut-être la superstar qui nous fait encore passer un cap. Et au final, ton numéro 2 annoncé ou ton numéro 1 bis, il devient ce numéro 1 capable de te mener au bout, d'être le meilleur joueur des playoffs. Et d'un coup, Durant, ça devient ton numéro 2 sur 4-5 ans, mais t'es royal en fait. Et je maintiens que c'est encore plus terrifiant pour l'avenir. Moi, je reste focalisé un peu sur l'année prochaine, où pour moi, s'ils sont dans cette disposition-là, même imaginons même qu'il n'y ait pas Chris Paul, mais qu'il se renforce un peu et que la base, ce soit Booker et Durant, enfin, c'est des ultra favoris comme on n'aurait pas eu depuis longtemps, je trouve, avec ce qu'ils montrent là. Même s'ils sautent face à Denver, ça peut arriver, même si après ils vont pas au bout. Moi, c'est pour la suite, comme tu dis, pour le prolongement de la carrière de KD, pour les hauteurs que peut atteindre Booker. C'est surtout ça, moi, que je retiens, en fait. Bah, je partage un peu de vos avis à tous les deux sur la longévité. Je suis complètement d'accord parce qu'en fait, un mec comme Kevin Durant, sauf blessure vraiment dramatique, c'est comme Dirk Nowitzki, en fait. Il peut jouer jusqu'à 40 ans. Les défenses seront obligées de le respecter, en fait. Il peut finir sa carrière en jouant qu'au niveau de la ligne des lancers francs, là, comme Dirk a fini sa carrière. Personne ne peut défendre sur lui à cet endroit-là. La défense seront toujours obligés de le respecter. Donc effectivement, je pense que jouer avec un joueur aussi jeune, aussi fort que Devin Booker, ça peut carrément prolonger la carrière de Kevin Durant dans le sens donner du sens à sa carrière sur le long terme, qui continue à jouer vraiment pour des choses importantes. Sur l'an prochain, sur ce que tu disais, Shai, j'arrive pas à voir malgré tout dans cette équipe des Suns l'armada qu'ont pu être les Warriors en fait. Quand il y avait KD où tu disais non mais là c'est juste pas jouable en fait, c'est impossible de jouer cette équipe. Je pense qu'effectivement si elle repart et puis on pourra en parler un petit peu avec ces éléments et qu'elle arrive à se renforcer, ça sera bien entendu un favori. Je suis pas certain que ça en fasse le favori indiscutable et inamovible quelque part qu'ont été les Warriors quand ils avaient vraiment leur équipe au sommet de sa forme, quoi. Non, certainement, mais je m'imagine sur la ligne de départ de l'année prochaine, avec ce qu'on est en train de voir là, c'est-à-dire aucune équipe qui a l'air vraiment au-dessus des autres, les Warriors un peu en fin de parcours, les Bucks qui vont être en recherche ils vont devoir se régénérer un peu. Ouais, en recherche de Nick Nurse. C'est juste que je me dis que là, avec une expérience de playoff en plus, l'année prochaine, KD et Booker ensemble et des ajustements inévitables, parce qu'on a parlé du banc, même si ça va beaucoup mieux, avec tous les ajustements qu'il y aura, le renforcement de l'effectif, là, je la trouverais terrifiante, l'équipe des Suns. C'est ça que je veux dire plutôt. Mais je ne mettrai pas d'équipe au-dessus actuellement, c'est ça que je veux dire surtout. J'ai une autre question pour vous, parce que celle-ci n'était pas vraiment une question qui fâche. Peut-être un petit peu plus dure. Nikola Jokic a-t-il fait une LeBron au Game 3 ? Et je vais m'expliquer par ce que j'entends par une LeBron. LeBron James, je pense que c'est le seul joueur suffisamment fort que j'ai pu voir faire des triples-doubles en playoff et en ressortir en me disant il n'a pas vraiment donné tout ce qu'il avait. Il s'est un petit peu caché. Et je vais expliquer ce que j'entends par là. Donc le Game 3 perdu par les Nuggets 114-121. Jokic finit avec 30 points, 11 sur 19, 17 points, 17 rebonds. Donc tu lignes la ligne de stats, tu dis c'est impossible, non, c'est lui qui a été le meilleur joueur des Nuggets. Et pourtant, moi j'ai eu le sentiment après ce match-là qu'il y a des moments où il a un petit peu fui ses responsabilités de scoreur, ce qu'il a gommé dans le Game 4, et qu'il a laissé pas mal passer d'opportunités de scorer et de punir la défense des Suns. Je ne sais pas ce que vous pensez de ça. C'est un point intéressant. Je n'arrive pas à savoir si je suis pleinement d'accord. D'un côté, je répète souvent que quand Jokic... Enfin, si, j'arrive à être d'accord dans le sens où peut-être que Jokic, il faut encore qu'il arrive à comprendre quel moment il doit prendre le jeu à son compte en scorant et quel moment il doit faire tourner et participer. Et peut-être que pour lui, c'est encore un apprentissage. C'est normal. Après tout, c'est un processus. Même si les Nuggets ont de l'expérience, même si Jokic a de l'expérience,
c'est une équipe qui se découvre. Toutes les équipes passent par des échecs avant d'arriver au bout, et peut-être que c'est un des processus pour Jokic, tu vois, de se dire ah, là maintenant c'est mon moment, je dois capter que c'est mon moment, je dois laisser de côté mon rôle de facilitateur. Mais à l'inverse, j'ai envie de te dire que quand il fait que scorer, je vois pas non plus ça comme quelque chose de positif non plus, tu vois. Genre par exemple, moi je suis pas surpris que les Nuggets ils aient perdu le match où Jokic met 53 points. C'est un truc que j'avais déjà annoncé, je crois même avant même le début des playoffs. J'avais dit les matchs où Jokic il va scorer beaucoup, ce sera pas forcément bon signe pour Denver. Du coup, je suis partagé, tu vois. Je suis d'accord dans l'idée sur ce que tu veux dire, notamment si on appuie sur le Game 3, de se dire bah, physiquement, il pouvait faire la différence et il aurait dû plus s'appuyer là-dessus pour brutaliser la défense et notamment à la fin, plutôt que de laisser des Murray prendre des tirs lointains, etc. Ou en tout cas du jump shot, tu vois, et vraiment essayer de jouer plus près du panier. Et d'un autre côté, je pense que l'essence de son jeu, enfin, il y a peut-être une balance que lui va devoir trouver, en fait. Sur les moments où il attaque et le moment où il passe. Ouais, je vais repréciser un petit peu, parce que c'est vraiment sur des choses vraiment précises au Game 3, où j'ai le sentiment notamment qu'à 3 points, il y a plusieurs fois où il avait des tirs ouverts qu'il aurait pu prendre, et sur lesquels il a plutôt fait sa feinte habituelle, commencé à poster un petit peu pour ressortir la balle, alors que sur la fin, finalement, Jamal Murray, qui fait une série vraiment excellente aussi, moi je trouve que Jamal Murray est très bon dans cette série, sur la fin, il a forcé, parce que j'ai eu le sentiment que Jamal Murray, certainement à tort, a eu l'impression qu'il fallait qu'il fasse tout seul, offensivement du moins, pardon, qu'il aille prendre tous les tirs. Et j'ai pas été étonné qu'au Game 4, Jokic score plus. Je partage ton avis sur le fait que c'est pas forcément bon signe pour les Nuggets si Jokic est obligé de sortir un match à 53 points, et encore plus s'ils perdent le match où il sort 53 points. Ça, je pense que c'est vraiment problématique, surtout vu ses pourcentages de réussite. Mais j'ai eu le sentiment dans le Game 3 que j'ai pas senti... Ouais, c'est vraiment sur des tirs à 3 points, en fait, où Ayton sortait vraiment pas vraiment sur lui. Il avait l'espace pour les prendre. Maintenant, il a l'adresse, en plus, pour sanctionner régulièrement à cette distance-là. Et j'ai vraiment eu le sentiment, autant le Game 4, vu l'adresse incroyable de Devin Booker, je suis pas choqué que Denver ait perdu le Game 4. Mais le Game 3, je pense Denver peut vraiment avoir des regrets de ne pas avoir pris ce match-là. Mais la difficulté, c'est que je comprends ce que tu veux dire, mais c'est tellement contre nature pour Jokic. En fait, il a pas cet esprit de tueur à la finition. C'est pas son premier réflexe, c'est de chercher les autres. Et il finit avec 17 passes, il peut finir avec 23 passes si les Nuggets mettent les quelques tirs ouverts qu'il y a en deuxième mi-temps. Et surtout à la fin, Murray notamment. Je sais pas si c'est ce type de... Alors, je dis ça, c'est paradoxal, il met 53 points au match d'après en se faisant peut-être un peu violence, en allant vraiment faire la différence physiquement au poste. Je ne sais pas s'il arrivera régulièrement à se dire allez, là, pendant 3-4 matchs de suite, je vais mettre 45-50 points, même si je peux le faire. J'ai l'impression qu'il a quand même ce besoin de tout le temps impliquer les autres, de tout le temps rappeler que Jamal Murray, c'est le meilleur joueur de l'équipe en ce moment, comme il avait fait à un moment. Je pense pas que ce soit dans sa personnalité de faire comme ça. Donc je me dis pas qu'il se cache, je me dis juste qu'il est lui-même, même si c'est peut-être au détriment des Nuggets sur un match ou deux. J'ai l'impression qu'il a envie de gagner de la bonne façon, tu vois. C'est fou, mais d'impliquer tout le monde et de pas, même s'il pourrait le faire il pourrait mettre 53 points à tous les matchs, peut-être, mais j'ai l'impression qu'il veut pas le faire et qu'il veut gagner de la manière dont il l'entend. Ce qui serait intéressant, c'est si jamais c'est effectivement un manque de confiance, tu vois, un peu comme tu pointes du doigt Théo. Est-ce que quelque part, le fait de ne pas prendre ces tirs-là, c'est pas un petit manque de confiance en lui, tu vois, en manque de confiance en sa capacité à être le tueur, comme tu parlais, Shai, tu vois. Effectivement, dans sa personnalité, c'est peut-être pas tout à fait dans sa nature, mais c'est quelque chose qu'il va devoir ajouter à sa nature, parce qu'à moins que Luka Doncic finisse par vraiment venir jouer aux Nuggets, je mets des petites... je prépare le club. Je nous prépare tous. Mais ouais, Denver, à un moment, pour aller au bout, va avoir besoin que Jokic soit le tueur Enfin, plus tu avances dans la compétition, plus tu as besoin que ce soit ton meilleur joueur le tueur, en fait, tout simplement. Mais je pense que c'est un tueur, en fait. Honnêtement, moi, j'ai pas vraiment de questions là-dessus, en fait, parce qu'on l'a déjà vu faire la passe décisive qui tue le match ou mettre le panier qui tue le match. Je pense qu'il a ça en lui, en fait. J'ai eu le sentiment dans le match 3, je sais pas. J'ai eu C'est fou, parce que encore une fois, il signe un triple-double qui a pas de sens. 30 points, 17 et 17, qui fait ça? Je veux dire,
peut-être 4 joueurs en playoff, 4 joueurs dans l'histoire de la ligue qui peuvent sortir une ligne de stats comme ça. Mais j'ai eu le sentiment qu'il laissait passer des opportunités et que c'était un petit peu... je sais pas si c'est... J'arrive pas à me l'expliquer en fait. J'arrive pas à me l'expliquer, mais j'ai vraiment le sentiment que Denver aurait pu prendre ce match-là. Et bien sûr, quand je dis a-t-il fait une LeBron, c'est un peu honteux de résumer LeBron James à ça. C'est simplement pour dire, je pense que c'est les 2 seuls joueurs que j'ai vus dans ma vie faire des triples-doubles en playoff. Et le match se termine, je me dis, ouais, il aurait pu en faire plus, il était pas à fond, quoi. Mais sur ce match-là, tu parles de qui peut faire aussi la passe décisive qui tue. Mais sur ce match en question, quand ils étaient à 4 points, 5 points, il y a 2-3 fois où il sert, un coup c'est Murray, un coup c'est Porter, je crois, et il rate des trucs qui peuvent les faire revenir à égalité ou à 1 point. Pour moi, à chaque fois, c'était le bon choix de jeu, en fait. Tu vois, j'ai l'impression que Jokic, il fait rarement le mauvais choix dans ces situations-là. Et là, il s'avère que sur le match 3, les mecs ont raté, donc ça n'a pas pu payer. Mais moi j'ai presque pas envie de le voir faire les matchs à 53 points, comme Antoine disait, parce que j'aime quand les Nuggets gagnent leur match, quand tout le monde est impliqué, quand on voit Porter être très bon dans le 4e quart-temps, Gordon, Murray mettre ses 30 points. Je sais pas, j'aime bien. Après, est-ce que Denver aurait pas besoin de ça? C'est possible. Alors, ça va me permettre de faire une transition avec une autre question que j'avais notée. Est-ce que c'est de la faute de Michael Porter ou de Michael Malone si Michael Porter Jr. ne pèse pas plus sur la série? C'est dur ça. Hein. C'est dur parce qu'il y a l'a priori négatif sur Michael Porter, sur le fait que on considère que c'est un joueur, c'est pas le joueur le plus cérébral du game en dehors du terrain en tout cas. Au premier tour et au début de la série, je trouvais qu'il était très bien dans son rôle. C'est-à-dire que même si c'était un rôle limité et réduit, ses 4e cartons étaient toujours très bons. Il avait 2-3 tirs à mettre et il les mettait au moment où ça pliait plus ou moins le match. Après, peut-être effectivement, surtout dans les matchs où Jokic est obligé de claquer 53 points, on devrait le voir plus peut-être. Ouais. Vu sa qualité de shoot, sa qualité offensive, on devrait le voir plus. Je ne sais pas si c'est de la faute de Malone ou... Ça a été un peu orageux parfois entre eux, il n'y a pas si longtemps où il réclamait plus de responsabilités. Ouais, le coach, on ne me sert pas assez. Là, il fait plutôt profil bas. Donc, j'avais l'impression que le rôle lui convenait. Encore une fois, là, c'est peut-être pas la meilleure solution. Il y a peut-être besoin que Porter soit plus mis en avant, soit plus alimenté. Et ça, je ne sais pas si c'est Malone ou si ça doit venir de lui. Parce que s'il se met à croquer, entre guillemets, ou à prendre les shoots par lui-même, à se faire ses propres... situation, si ça marche pas, il va vite prendre cher, quoi. Je dirais qu'en tout cas, Malone, il y a un moment où il peut l'utiliser peut-être un peu plus, c'est les minutes sans Jokic. Les Nuggets ont été plutôt bons dans les minutes sans Jokic en jouant petit et en jouant vite, mais par définition, si les Suns mettent aussi du small ball, ça peut être intéressant de faire jouer Porter dos au panier, plus proche du cercle, et au moins sur ces minutes-là, vraiment se dire, lui, c'est notre joueur des minutes sans Jokic. C'est sur lui qu'on va se reposer. Il est plus grand, il est plus costaud, c'est un bon shooter, il n'est pas mauvais de haut panier, c'est un scoreur. En plus, lui, ça peut lui permettre de se mettre en rythme, d'apprécier, d'avoir ces ballons-là, de se sentir responsabilisé, ce qui peut toujours le pousser derrière à défendre. Hein. Tu sais, tu as besoin qu'un mec comme ça, quand même, quelque part, de temps en temps, il y ait des carottes pour qu'il défende. Je pense que sur ça, peut-être le coaching staff peut peut-être faire quelque chose. Je suis à 200% d'accord avec toi, Antoine, parce qu'en fait, c'est vraiment précisément là-dessus, quand je vois le différentiel de taille qu'il y a parfois entre les Nuggets et les Suns, j'arrive pas à comprendre. Alors, je vous avoue que je sais pas vraiment à quoi ressemble le jeu de haut panier de Michael Porter Jr., parce que je l'ai rarement vu jouer dans ce registre-là, mais quand je vois son avantage de taille et que je vois qu'il est défendu par Devin Booker, qu'il est défendu parfois en fonction des switches par Landry Shamet ou par Cam Payne, c'est là-dessus vraiment que j'arrive pas à comprendre que parfois Denver ne fasse pas payer aux Suns leur small ball avec beaucoup de shooters en se disant bon ok peut-être que Landry Shamet va mettre ses paniers mais de l'autre côté on va mettre Michael Porter au poste et de toute façon ils seront obligés ils pourront pas forcément remettre un grand sur lui sinon il y a Jokic qui est tout seul et même les minutes en fait où tu as Porter et Jokic sur le terrain je pense pas que les Suns aient suffisamment de joueurs de grande taille ou physique pour tenir les deux de haut panier en fait. Il y en a un qui est de haut panier et l'autre sera ouvert à... Enfin, ils ont pas suffisamment de profil en fait je pense pour pouvoir défendre les deux joueurs sur ce registre-là. C'est vraiment une des interrogations que je me suis posée sur les 2 derniers matchs, les deux matchs perdus par Denver. Pourquoi pas essayer plus de profiter de cet avantage physique qui est notable parce que les Suns au bout du compte, je trouve que c'est une équipe petite par rapport aux Nuggets.
Non, c'est clair, il y a un déficit physique. À voir s'il y a cet ajustement justement sur le Game 5. En plus, Michael Porter Jr., il sort d'un match un peu moins bien. Je crois que le dernier, c'est celui où il a un peu moins d'adresse. Il a fait Ça 11 peut et être 10 Ouais. sur le dernier. 11 Ça peut être points, une- 1 tir au moins. Ça peut être une occasion de le relancer aussi. C'est un match 5 crucial, il faut prendre des risques. Il y a quelque chose à jouer de ce côté-là. De toute façon, je pense que même si Murray est très bon, tu peux pas non plus te contenter de plein de tirs à mi-distance ou à 3 points de Murray dès que tu as des situations, dès que tu sais pas comment trouver un panier autrement que par Jokic, quoi. Mais je suis totalement d'accord parce que pour moi, dans ce Game 4, finalement, Denver le perd dans le deuxième quart-temps quand ils sortent Jokic et Murray ensemble, alors qu'ils sont devant de plus 8, je crois, ou plus 10, quelque chose comme ça. Et que, en fait, les 5 joueurs de Denver qui se retrouvent sur le terrain n'arrivent pas à créer de jeu, en fait. Donc, faut donner du crédit à la défense de Phoenix qui a été très bonne sur ce passage-là. Mais c'est vraiment là que Phoenix repasse devant. Et derrière, ils sont plus vraiment inquiétés. Et Jokic est obligé de sortir 53 points un petit peu dans le vide. Et je pense que. Et cependant, je note ce que tu disais, Antoine. C'est vrai que sur le reste des playoffs, Denver s'en est très bien sorti les fois où ils arrivaient à faire se reposer Murray et Jokic. Donc c'était pas une folie pour Michael Malone en ayant déjà fait un mini break de se dire bon bah je sors mes 2 meilleurs joueurs maintenant, je vais les remettre après. Mais c'est vrai que ce passage à vide de Denver a été vraiment rédhibitoire pour eux sur le Game 4. Allez, une dernière question quand même sur. Ouais, Antoine, tu voulais rajouter quelque chose ? Non, pas du tout. Non, c'est bon. Allez, dernière question qui fâche sur cette série. Chris Paul, à son retour, devrait-il sortir du banc comme Kyle Lowry le fait au 8 avec derrière Gabe Vincent? C'est une question, voilà, une question. Je vais à tout, comment dire, je vais rendre ses lauriers à César. C'est Antoine qui avait noté cette question-là. Mais moi, je vais rendre ses lauriers. Moi, c'est Sofiane, un de mes potes. Voilà, je passe le beau jour qui m'a. C'est pas qu'il me l'a suggéré, mais qui m'en a parlé en me disant ouais, les Suns devraient faire comme le Hit et mettre Chris Paul en sortie de banc. Parce que ce qui était notable, c'était le rythme en fait. Le rythme avec Cam Payne à la place de Chris Paul, les Suns ont joué beaucoup plus vite qu'avec Chris Paul sur le terrain. Moins calculateur. Mais même, il y avait une volonté de jouer la relance systématiquement. On le voyait, même après les paniers encaissés, Cam Payne demandait la balle et disait aux mecs de courir pour tout de suite jouer la relance. Et c'est vrai que de toute façon, les équipes qui sont basées autour de grands joueurs, donc de taille, je veux dire que c'est vrai des Sixers comme c'est vrai des Nuggets, ont rarement une bonne défense de transition. Et ça a permis aux Suns d'aller chercher des paniers de relance, de mettre un rythme. Finalement, tu dis, c'est... au début, on se disait, avec Chris Paul, Kevin Durant et sur le terrain, les Nuggets vont les tuer. C'est un petit peu ce qui s'est passé notamment au Game 1 où ils ont été asphyxiés en fait, par le rythme imposé par Denver très tôt. Et là, c'était un peu l'inverse en fait. C'est les Suns qui ont renversé un petit peu la machine. Ça va pas être facile. Non, mais j'étais en train de me dire, je réfléchissais parce que Kyle Lowry, c'est déjà quand même un joueur plutôt référencé dans la ligue. Et ça s'est imposé parce qu'il revenait de blessure et qu'il avait du mal à revenir dans le rythme. Et les caractéristiques de son jeu, en tout cas maintenant, font que c'est possible et ça fonctionne bien. J'arrive pas à imaginer Chris Paul en sortie de banc avec Cam Payne titulaire, en fait, en sachant qu'il est là. Mais la question va peut-être pas se poser du tout si il va, je crois, pas jouer sur le Game 5. Oui, il sera pas là au Game 5. Il sera pas là. Je sais pas si la question se posera un moment, mais si elle doit se poser, connaissant mine de rien, il a quand même un ego. C'est pas un joueur qui va. Il sait ce qu'il a accompli, c'est un joueur important de la ligue, Chris Paul, et je pense qu'il se sent capable de revenir dans le 5 et d'être ne serait-ce que même 70% de lui-même et que ça suffise. Par contre, l'idée est intéressante, parce que s'il arrive à redéfendre un peu correctement et à apporter ce qu'apporte Lowry à Miami, c'est fini, possible, ça. Je sais. Physiquement, c'est pas possible. Et je pense que par contre, Chris Paul, oui, tu as raison, il a un ego, mais c'est un basketteur intelligent et c'est un mec qui comprend le jeu. Et s'il a vu ce qui s'est passé sur les 2 derniers matchs, soyons sincères, les Suns, ils jouent mieux sans lui. Je ne dis pas que le potentiel de cette équipe est plus élevé sans lui. Je pense que non. C'est toujours mieux d'avoir un Chris Paul que de ne pas avoir Chris Paul. Mais aujourd'hui, les Suns, ils jouent mieux sans Chris Paul. Ils jouent différemment, ils jouent plus vite. Tu as mis le doigt dessus. Par contre, Chris Paul, dans un autre rôle, il peut leur apporter énormément en fait. Qu'est-ce qui se passe à Phoenix ? Déjà, on a beaucoup parlé de Booker. Booker, c'est lui maintenant le dépositaire du jeu. Bien sûr que Chris Paul, il peut jouer sans le ballon. Bien sûr que c'est un playmaker plus fort que Booker. Mais aujourd'hui, la balle, tu as envie qu'elle soit dans les mains de Booker, pas de Chris Paul. Tu as envie que c'est Booker qui ait la balle. C'est lui qui joue. Il finit à 12 passes d'ailleurs le match dernier. Tu as besoin de lui laisser cette place. Chris Paul, il a aussi besoin de ballon, mais donne-lui la seconde unité. En fait, ça serait parfait. Phoenix souffre
Alors, pas sur les derniers matchs parce qu'il y a eu une espèce de rotation, mais aussi parce que Booker et Durant sont obligés de jouer beaucoup de minutes. Mais si Durant et Booker sortent, Phoenix souffre. Là, avec Chris Paul, tu as le chef d'orchestre parfait. Chris Paul, il sait sublimer des mecs moins forts. Donc oui, les Suns, leur banc, il n'est pas dingue. Mais si tu as un mec comme Chris Paul pour sublimer des Okogie, des Ross, des Warren, c'est des mecs qui vont scorer avec Chris Paul. Il va leur trouver des paniers, il va leur trouver des spots. Il sera moins exposé en défense. Chris Paul, il peut plus défendre. Je pense que là, il n'y a même plus d'espoir là-dessus. C'est fini physiquement. Il a 38 ans. Tout le monde n'est pas LeBron James. Il ne peut plus défendre. Il va être ciblé constamment. Personne n'a eu un rendement tel que le sien aussi tard en faisant cette taille-là. C'est aussi simple que ça, en fait. Oui, c'est pas que son âge, c'est incroyable, même son physique. En fait. Ouais, c'est ça. Là, il peut plus. Il peut plus. À un moment, tu es trop limité. Si déjà Lillard, à son âge, en faisant presque 10 cm de plus, il n'arrive pas à traverser des écrans comme ça, Chris Paul, il peut plus. Donc, par contre, si tu es face au deuxième 5 des Nuggets, en face, tu as moins de mecs tranchants, quoi. C'est pas des Bruce Brown ou des Christian Brown ou tous ces mecs-là qui vont te mettre des pilules pénétration après pénétration. Donc, il sera moins exposé. Et je pense que tu donnes enfin de l'équilibre à ta rotation. Et c'est ce que cherchent les Suns. Chris Paul, il connaît bien Monty Williams. Monty Williams, il connaît bien Chris Paul. Chris Paul, il a un certain âge. J'espère que justement, s'il devait revenir au Game 6, encore plus si Phoenix gagne, en fait. Parce que si Phoenix perd, peut-être c'est différent, tu vois. Mais si Phoenix gagne le 3e match d'affilée sans lui, je pense que tu es vraiment au moment où tu te dis « Attends, tu reviens de blessure, tu sais quoi, ça tourne bien, viens, on te sort du banc. » C'est ce qu'on fait plein de mecs. Draymond Green, il revient. Alors, c'est pas forcément tous le même talent que Chris Paul, mais Stephen Curry, l'an dernier, premier tour des playoffs, il sort du banc. Tu vois, moi, je pense que, en tout cas, sur cette série, vraiment, c'est un truc à exploiter pour Phoenix et que je pense que ça serait vraiment, vraiment intéressant pour les Je sais pas si Chris Paul, j'ai du mal à imaginer que ça vienne de Chris Paul et pourtant ça devra venir de lui parce que je pense pas que, vu leur relation et tout ce qu'ils ont traversé ensemble, je sais pas si Monty Williams n'osera ne serait-ce que soumettre l'idée. Mais effectivement, là, avec les arguments me semblent bons, hein, ce serait intéressant de le voir dans ce registre-là. J'ai juste du mal à imaginer que ça se produise. On verra bien. Mais... Ouais. En fait, le problème, moi, je pense que ce serait la bonne idée, d'autant que du coup, tu peux te servir de Chris Paul, tu peux finir les matchs avec lui sur le terrain, c'est pas un problème. Moi, le problème, en fait, c'est plus que ça met Cameron Payne en meneur titulaire. C'est quand même un des joueurs en qui j'ai aucune confiance personnellement. Alors voilà, c'est peut-être juste que c'est pas ma tasse de thé, mais c'est plus pour le moyen terme, en fait. Où je me demande, quand je vois ça, je me dis, finalement, cet été, il y a beaucoup de choses à faire du côté de Phoenix. Est-ce qu'une des pistes de recherche, ça peut pas être de trouver un jeune meneur tonique, dynamique, à qui Chris Paul pourrait apprendre le métier et qui pourrait trouver une rotation finalement comme celle de Miami où ça fonctionne très bien. Hein. Souvent, c'est Kyle Lowry qui finit les matchs, qui peut être... Mais la différence, c'est vrai que la grosse différence, c'est que Kyle Lowry a un apport défensif qui n'est pas celui de Chris Paul actuellement, mais en même temps, Chris Paul est un playmaker bien meilleur que Kyle Lowry. Donc je pense qu'il y a un équilibre à trouver. En tout cas, ils n'ont pas fait exprès de trouver cette rotation, mais je trouve que c'est intéressant effectivement pour Phoenix d'explorer ça. Je ne sais pas quel est l'avenir ça dépendra bien sûr de la suite de la saison des Suns, mais je ne sais pas quel est l'avenir de Chris Paul en fait. Ou du moins, je ne sais pas à quel tarif. C'est même pas sûr. En fait, c'est même pas sûr qu'il... Tu sais que voilà, il y avait des rumeurs sur Fred VanVleet, sur Kyrie Irving évidemment. C'est même pas dit qu'ils repartent avec Chris Paul. Et sans même que ce soit un jeune, peut-être que juste ils vont lâcher un billet sur Fred VanVleet. En sacrifiant un autre gros salaire. Mais oui, je pense que ça aurait été mieux s'il trouvait un plus jeune encore que VanVleet. Mais après, jeune et qui à la fois peut être suffisamment bon pour mener une équipe au titre, tu vois, ça devient... Ça quand même c'est bien. Hein. Non, je parlais si on restait sur l'optique purement jeune. Oui, VanVleet, je pense que VanVleet, ça sera une des cibles. Allez, je vous propose de changer un petit peu de série et de côte. Si vous... Alors... chacun a ses franchises préférées. Si vous étiez fan des Celtics, vous préfériez voir Jason Tatum claquer 40 points dans un match de playoff ou Jaylen Brown? Qu'est-ce qui vous... À votre avis, quel est le joueur, le scénario qui vous apporte plus de chances d'aller à la victoire? C'est dur. Ça va être très difficile. Après, je pense juste que sur le plan sentimental, j'ai toujours l'impression que les Celtics sont plus attachés à Jason Tatum, tu vois. Parce que... quelle qu'en soit la raison, hein, mais ils ont peut-être plus l'impression qu'il a envie d'être là et qu'il a envie d'incarner le projet, etc. Et Brown a toujours un peu ce sentiment peut-être d'être un peu sous-estimé, je sais pas.
Après, si j'étais fan des Celtics, qu'est-ce que je préfère? Moi, je trouve que leur meilleure version à chaque fois, c'est quand les deux arrivent à avoir à peu près le même nombre d'opportunités au tir et qu'ils arrivent à mettre leurs 30 points tous les deux, sans qu'il y en ait un qui shoot à 1 sur 11 à 3 points, évidemment, ce qui arrive quand les Celtics vont pas bien, et qu'ils aient leur rapport des deux côtés du terrain. Enfin, c'est une version utopique, mais je pense qu'ils sont capables de coexister. Je ne l'ai pas toujours cru. Je pense qu'ils sont capables de coexister et d'alterner et d'être un vrai tandem, parce qu'ils ont appris à se respecter. Au début, c'était pas facile entre les deux. Je trouve que la dynamique a été bonne depuis l'année dernière, notamment. Donc, alors j'esquive un peu la question. J'espère qu'Antoine va être plus tranché que moi, mais je dirais. Tu m'as ouvert une porte. Ouais, je pense que les fans des Celtics sont plus rassurés de voir Tatum faire ses matchs à 40 points ou faire les playoffs qu'il a fait l'an dernier, qui étaient somptueux jusqu'au final, où ça a été moins. Donc, je dirais peut-être plus Tatum, mais sans conviction. Moi, j'aime beaucoup ta réponse, Shai, en fait. J'aime beaucoup ta réponse. Il y a un truc qui me gêne avec Boston. J'arrive pas à mettre exactement le doigt dessus. J'ai l'impression que collectivement, c'est peut-être la meilleure équipe avec Denver. Et pourtant, je suis assez convaincu que Boston va pas finir champion, en fait. Malgré le fait qu'il y a une vraie voie qui me semble bien tracée, il y a un petit truc qui me gêne. C'est peut-être une question de leadership. Et pour rejoindre donc du coup ta question, j'arrive pas vraiment à savoir s'il y a un joueur qui est prêt dans cette équipe à les mener vraiment tout en haut, même si tout indiquerait que ce soit Tatum. Et du coup, si ta question, ça revient à dire qui est le mec quand il brille, ça te fait gagner, tu vois, bah, je serais tenté de répondre comme ça et de dire en fait, ça marche mieux quand les deux ils sont forts en même temps. Et que 40 points de Tatum, ça ne va pas t'assurer la victoire, en fait. Et 40 points de Brown, ça ne va pas t'assurer la victoire non plus, en fait. J'ai l'impression que ni l'un ni l'autre n'a vraiment ce leadership. Ils ont chacun des qualités différentes. Brown a du leadership. Hein. Tatum aussi en a d'une certaine manière. Mais j'ai l'impression qu'aucun des deux a le package complet. Et que du coup, ça marche quand les deux brillent. Quoi. Si les deux brillent... Par contre, là, je pense que Boston est en vraie position de gagner. C'est pas eux qui parlent, c'est pas eux les leaders. Il y a aucun des deux qui est leader vocal. C'est Marcus Smart, Al Horford. Donc c'est pas des leaders dans le sens traditionnel. Mais même sur le terrain, moi je parle même pas que vocalement. Alors dans l'attitude, Jaylen Brown l'a un peu plus, mais des fois j'ai l'impression que c'est bizarre. J'ai l'impression que Jaylen Brown il a du leadership individualiste. Pareil, c'est un peu abstrait. Je m'excuse de mon raisonnement, mais c'est-à-dire qu'il va être sur le terrain, il va montrer vachement l'exemple, il va te battre et tout, mais finalement, tu as l'impression que ça va être surtout pour lui, sans qu'il soit égoïste, en fait. Je ne sais pas comment illustrer vraiment mon propos, mais tu n'as pas l'impression que ça entraîne les autres avec, en fait. Il se met dans le rythme, il se donne à fond, tu vois, il se donne, et c'est bien, mais ça n'entraîne pas forcément les autres, ça l'entraîne lui. Et Tatum, je trouve qu'il manque aussi d'une forme de leadership. Il y a un truc qui me gêne avec Tatum, sur lequel je n'arrive pas à mettre complètement le doigt dessus. Du coup, moi, je répondrais comme ça. Il faudrait que les deux, ils brillent en même temps. Je me dis, pour que les Celtics gagnent, il faut que 4 matchs sur 7, Tatum et Brown y mettent 30 points chacun. Non, c'est intéressant vos réponses, parce qu'en fait, moi cette question, elle me vient aussi déjà du premier match perdu par Boston contre Philly, où Tatum finit à 39 points. J'arrive pas à être sûr que Jason Tatum est vraiment la nature d'un tueur, d'un scoreur-tueur. Par rapport à ce dont on parlait de Jokic, tout à l'heure, on se posait la question pour Jokic. J'ai le sentiment que finalement, la détermination offensive dont fait preuve Jaylen Brown parfois, je la trouve plus impactante que celle de Jason Tatum malgré tout. Et je me demande si le meilleur scénario, alors effectivement, s'ils finissent tous les deux à 30 points avec un pourcentage positif, en ayant pris des rebonds, en ayant neutralisé leur adversaire direct, bien sûr que c'est le meilleur scénario pour Boston. Mais en attendant, j'ai un peu le sentiment que finalement, la meilleure version pour Boston, c'est peut-être si Jaylen Brown est le meilleur scoreur et que derrière Jason Tatum est le joueur le plus complet en fait. Qui va créer du jeu, faire de la passe, mettre ses points aussi, parce que je dis pas que c'est pas un bon scoreur, c'est pas ça que je dis. Mais j'ai l'impression que dans les moments où Jason Tatum donne l'impression d'avoir le sentiment de devoir scorer absolument, j'ai pas l'impression que ce soit tout le temps payant pour Boston. Je sais pas comment l'expliquer. C'est peut-être que c'est peut-être juste une question de sensibilité, mais j'ai quand même le sentiment, par rapport à ce que tu disais Antoine, c'est là je suis pas tout à fait d'accord, qu'il y a un plus gros effet d'entraînement dans la concentration de l'équipe, dans l'élan avec Jaylen Brown en fait. Je le sens tout le temps concentré, focalisé dès la première minute du match. Je le sens agressif et déterminé dès la première minute du match.
Et j'ai l'impression qu'offensivement, c'est peut-être la hiérarchie, la meilleure hiérarchie pour Boston. En tout cas, ce qui est ironique, c'est que l'an dernier, lors des finales, les moments où ça se passe bien pour Boston, je ne parle pas forcément que des victoires, mais dans les cartons ou dans quoi que ce soit, c'est les moments où Brown, en fait, il est aux commandes. Parce que Tatum était, franchement, en finale, il semblait rincé, épuisé mentalement, physiquement. Alors, moi, je trouve qu'il a fait une campagne de playoff et une saison même juste avant de très 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 haut niveau. Enfin, la deuxième partie de saison, quand ils ont commencé à tout casser, j'ai adoré justement. Justement, j'ai trouvé ce côté leader par le scoring, par le playmaking, sa défense. Je trouvais que je commençais à imaginer que c'était la meilleure version de Tatum et qu'il pouvait faire encore plus, tu vois. Et c'est vrai que là, on le retrouve un peu moins. Je ne sais pas si c'est dû au changement de coach ou à lui qui prend un peu de recul. Je n'arrive pas non plus à savoir. Mais je pense qu'il est encore capable de faire ça. Moi, j'ai quand même l'impression que c'est dans tous les cas, les Celtics, s'ils doivent choisir, s'il y a vraiment, la situation se présente, si là leur campagne est un échec, qu'ils n'arrivent pas à passer Philadelphie ou qu'ils vont pas plus loin après, je pense qu'ils se tourneront à chaque fois vers lui et pas vers Jaylen Brown. Je sais pas, c'est du feeling encore. Hein. Il y a la situation de Brown avec le contrat, tout ça qui joue aussi. C'est pas anodin. Mais en tout cas, tu parlais des playoffs de l'année dernière. Oui, c'est vrai que quand Brown, même en finale, Brown prend les choses en main, ça se passe mieux pour eux. Mais sur une plus longue fenêtre, j'avais l'impression que c'était l'inverse. Ouais, parce que Tatum a plus de talent, je pense, en fait. Il marque plus facilement. Ouais, t'as l'impression qu'il marque plus facilement, plus au talent avec sa qualité de shoot. C'est peut-être ça aussi. Faudrait mixer les deux, en fait. Faudrait que tu mixes les deux, t'aurais Et c'est peut-être pour ça hein, que quelque part la réponse où chacun brille plutôt qu'un des deux à 40, si t'as les deux à 30, peut-être pour ça que ça marche mieux quelque part. Hein. Ils se complètent plutôt bien au final. Mais il faut que ça brille en même temps. C'est clair, ils se complètent carrément bien. Allez, autre question un peu provocatrice. Joe Mazzulla sera-t-il le premier coach à se faire out-coacher par Doc Rivers en playoff depuis 2008 ? Oh non, c'est dur. Alors bon, non, mais blague à part, Joe Mazzulla fait un travail incroyable tout au long de l'année. Je pense que c'est effectivement l'un des meilleurs jeunes coachs actuels. Hein. C'est pas une hot take de dire ça. Mais c'est vrai que sur le dernier match, quand même, il y a notamment la fin de match contre Philly avec les prolongations. Là, il y a quand même tout un tas de questions qui se posent. J'ai le sentiment que c'est un petit peu peut-être des erreurs de jeunesse. Effectivement, ça reste un jeune coach. C'est la première fois qu'il est head coach pendant des playoffs. Il y a énormément de pression. Mais pour le coup, j'ai eu le sentiment que Doc Rivers avait mieux géré peut-être cette pression ou ces derniers moments. Ça aide aussi quand James Harden sort une prestation comme celle qu'il a sortie sans que forcément on s'y attende. Mais voilà, je ne sais pas quel est votre avis sur le face-à-face des coachs dans cette série. Il y a pas mal de fans des Celtics qui sont agacés par le fait, et c'était déjà le cas en saison régulière, hein, mais sur la gestion des temps morts, sur le peu de soins, enfin le peu d'importance accordée à la défense par rapport à ce que faisait Udoka. Enfin, oui, ça reste un coach jeune et qui découvre très 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 haut niveau, mais ça n'a pas empêché certains autres coachs qui ont été adjoints et qui ont immédiatement été mis dans le siège principal d'être champions même. Donc ça peut arriver. Après, on a plus, comme move de Doc Rivers, pour l'instant, on a plus parlé du fait qu'il ait filé un livre. C'est quoi? Je sais même plus, un truc de gospel. Il a envoyé une chanson de gospel. Ouais. Oui, pardon, il a envoyé un morceau de gospel à James Harden pour l'inspirer. Bon, je mettrai pas ma vie en jeu sur Doc Rivers et ses choix sur la série. Hein. Pour moi, j'ai surtout l'impression que Boston s'est loupé de la fameuse suffisance dont tu parlais, Antoine, il y a pas longtemps. Et que Harden a eu un niveau de jeu exceptionnel et que c'est plus ça qui fait qu'il y a deux partout finalement. Mais bon, je me trompe peut-être parce que je suis peut-être pas objectif avec Doc Rivers. Mazzulla, pour l'instant, je trouve juste que ce qu'il a fait sur la première saison, vu le contexte, c'était hyper respectable. Sans reprendre exactement la même recette, c'était peut-être ça le plus intéressant, c'est qu'il n'a pas juste repris le boulot qui avait été fait avant, il a apporté ses propres choses en attaque notamment. Alors, est-ce que ça va être le premier à être out-coaché? Ouais, peut-être, je ne sais pas. Moi, j'ai pas l'impression que Doc Rivers l'out-coach forcément. J'ai pas l'impression que Doc Rivers c'est forcément des grands choix tactiques qui fassent qui payent du côté des Sixers. Les Sixers, ils ont gagné 2 matchs où les deux où Harden a été en réussite au tir, quoi. Par contre, c'est vrai, il y a des erreurs de coaching. Tu as raison, du côté de Mazzulla. Et le truc je peux rapporter à Mazzulla, même si je pense que c'est pas que lui, et je vais revenir à l'histoire de suffisance, j'ai l'impression que les Celtics, il y a quand même des moments
où ça se relâche. Cette équipe, elle ne devrait pas être 1-2-2 contre Philadelphie, en fait. Je suis désolé pour les fans des Sixers. Avec un Joel Embiid qui est toujours pas à 100% de ses exactement, capacités. Qui joue pas à 100%, qui est à moitié blessé, qui n'a pas joué les Game 1. Malgré, je peux parler des perfs d'Arden, mais en fait, Boston, il devrait mener minimum 3-1. En fait. Mais c'est même... Voire peut-être en avoir déjà terminé avec cette série, si vraiment ça jouait comme ils sont capables de le faire par moment. Sauf qu'ils ne jouent pas tout le temps. Les Celtics, ils ne jouent pas 48 minutes. Donc, malgré ça, ils ont quand même pris 2 matchs. Et il y en a 2 autres qui perdent de peu en jouant je ne sais pas, allez, entre 30 et 40 minutes sur les 48. Donc, à un moment, un match, c'est 48 minutes. PJ Tucker, il se bat pendant 48 minutes. Si Harden, il est engagé sur 48 minutes, comme ça s'est passé sur ces 2 grosses perfs, ben voilà. Donc, moi, c'est peut-être ça. Est-ce qu'il y a un leader dans cette équipe? J'en reviens au même truc qu'en parlant de Tatum et Brown, mais qui sait? Qui est capable de guider ce groupe, quoi? Qui est capable à un moment de taper du poing sur la table? Tu vois, allez, je reviens sur la question d'avant. Je ne sais plus si tu l'avais... Pardon, je m'excuse si c'était dans tes questions. Mais imagine, dans le corps de Tatum, tu as la mentalité de Jimmy Butler. Ou imagine qu'à la place de Tatum, tu as Devin Booker. Cette équipe de Boston, elle est déjà qualifiée, en fait. Parce qu'elle se comporte différemment. Et moi, c'est ça. Alors, voilà. Donc, j'imagine quand même le coach est quand même censé être le capitaine un peu à bord. Donc, il a sa part de responsabilité là-dedans. Et là, sur ça, effectivement, Doc Rivers, même si on aime bien lui envoyer des cartouches, il sait des fois motiver ses joueurs avec des techniques très philosophiques, mais des fois, ça marche, il faut le reconnaître. Et en tout cas, ça a marché avec Harden apparemment sur le dernier match. Et Mazzulla, à quel moment il va réveiller son groupe, quoi? À quel moment il va leur dire non, mais les gars, si vous voulez qu'on soit champion, il va falloir qu'on joue tout le temps, en fait. Ouais, non, mais alors quand je posais la question, c'était vraiment de manière provocatrice, hein, parce que je pense pas qu'effectivement que Doc Rivers ait particulièrement outcoaché Joe Mazzulla, y compris dans le Game 4. Par contre, c'est vrai que la fin du match, la fin de la prolongation fait vraiment désordre. Quand tu as 2 temps morts, tu te retrouves à prendre un tir trop tard, ça fait vraiment désordre, en fait. Et c'est là où je me dis que c'est l'apprentissage. En fait, je jette pas la pierre à Mazzulla. Je suis sûr que il rejoue la même fin de match dans 3 ans. Il prend un temps mort et trouve un système. Et ça veut pas dire que c'est pas parce que tu prends un temps mort que tu vas gagner le match. Hein. Ça, on est d'accord pour dire ça. Mais on est tous d'accord pour dire ça, je pense. Mais c'est vrai que pour reprendre un petit peu ce que tu disais, Antoine, je pense que le leadership, il y en a de la part de d'Orford et de Marcus Smart, comme tu le soulignais, j'allais dire Shai Mamou, ce que je dis tout. Comme disait Shai Mamou, il y a du leadership. Mais par contre, effectivement, sur cette fin de match, on a senti les Celtics désorganisés, en fait. Du staff au terrain. Et il n'y a eu personne, même un joueur aurait pu demander le temps mort, en fait. Et personne n'a demandé de temps mort en sentant que ça allait nulle part. C'est vraiment, je pense, une fin de match qui pourrait revenir hanter longtemps Boston si jamais les Celtics devaient ne pas passer cette série. Allez, j'enchaîne sur une autre question parce que tu m'as tendu la perche. Antoine, tu as anticipé mes questions. À part Devin fucking Booker, parce que c'est son nom maintenant, est-ce qu'il y a un extérieur plus sûr que Jimmy Butler pour gagner une série de playoffs? Je pose la question non. quand même. Ça peut durer 1 seconde et demie. Non, évidemment, ce qu'il est en train de montrer avec une blessure à la cheville, enfin avec tout, il a une telle sérénité. On en reparlait ce matin justement quand on parlait du Game 4, mais je sais pas, il est facile. T'as l'impression qu'il sait déjà que cette équipe des Knicks là, elle est battue. Enfin, il la domine psychologiquement, techniquement, physiquement. Non, il y a aucun mec qui a cette mentalité-là en playoff qui passe d'un joueur très très bon en saison régulière à un joueur exceptionnel en playoff. Au-delà même de... Il n'a pas besoin de faire des matchs à 53 points, Butler. Le dernier match, il gère. C'est lui qui donne le tempo, c'est lui qui donne le rythme en défense, en attaque, quand il faut. Donc moi, voilà, je ne vais pas aller plus loin. Je réponds non sans aucune hésitation. Moi, je vais répondre par une autre question parce que je vais titiller Théo. Est-ce que Jimmy Butler, il ne serait pas meilleur quand il est dans une équipe d'underdogs? Est-ce que Jimmy Butler, et on n'a pas vraiment la réponse parce qu'au final, on l'a vu qu'une seule fois entouré de stars et ce n'était pas tout à fait son équipe, c'est celle des Sixers. Est-ce que si Jimmy Butler, il était entouré du supporting cast, donc je disais en échange Tatum par Butler, est-ce que Butler aux Celtics, est-ce que cette équipe des Celtics, elle gagne le titre? J'ai pas la réponse, hein. Juste je provoque un peu Théo. Ouais. Je sais que tu crois beaucoup en Butler. Pour répondre à ta question, c'est comme Shai, hein, c'est non, il n'y a pas d'autre extérieur. Mais je me demande, est-ce qu'il n'est pas meilleur avec des underdogs, en fait, Jimmy Butler?
C'est une bonne question. En fait, je pense qu'il est meilleur dans une équipe où il y a une structure, tout simplement, quoi. Et que finalement, si à Philly, ça n'a pas pu aller plus loin, c'est parce qu'il n'y avait pas de structure claire. D'ailleurs, la suite lui a plutôt donné raison. À Miami, il y a une structure, en fait. Il y a un coach qui coach. Si quelqu'un ouvre sa gueule ou est pas content, il y a Adonis Haslem qui lui tombe dessus, même si c'est Jimmy Butler et qui lui dit viens, on va se taper dans le parking, tu parles pas au coach comme ça. Et en fait, il y a une structure. Des mecs qui se battent. Miami fait jouer 7 mecs qui n'ont pas été draftés. Faut le rappeler quand même. Ils sont sur le point d'aller faire une finale de conférence avec 7 mecs qui n'ont pas été draftés. Donc, il y a une structure qui va du président Pat Riley jusqu'au 12e homme, où les mecs se tapent, et ils ont un but commun, en fait. Et pour répondre à ta question, Antoine, je pense que oui. Je pense que Jimmy Butler peut briller dans une équipe très forte. Je pense que c'est le genre de joueur qui peut s'adapter à tout, en fait. Ce que je trouve fou avec sa blessure, c'est que le mec est blessé, ça fait pas baisser ses pourcentages de réussite, ça fait pas augmenter son nombre de balles perdues. Il arrive à adapter son niveau à son état physique. Je trouve que c'est super intéressant sur la longévité qui sera la sienne, parce qu'en fait, il est capable de déjà, en fonction de son état de santé du moment, à s'adapter. Et je pense qu'il est adaptable à quasiment toutes les formes de jeu. C'est assez fou quand même. Tu dis, c'est pas un shooter à 3 points. Au bout du compte, il a mis des shoots décisifs dans la série du premier tour contre les Bucks à 3 points. Il est capable de jouer un peu partout. C'est quand il était aux Bulls et qu'il commençait à dire, de toute façon, peu importe que Derrick Rose revienne, moi je suis un meneur. On se disait, mais c'est qui ce mec? C'est un ouf. T'es un défenseur, tu joues 2-3. En fait, non, c'est un playmaker au sens qu'on a voulu décrire dans le MOOC spécial playmaker. En fait, c'est que tu le mets n'importe où, à n'importe quelle position. Tu peux le faire jouer 4. Ça sera quand même la pierre angulaire de son équipe. Moi, je trouve cette équipe incroyable de Miami. Je vais enchaîner du coup directement sur une autre question parce que voilà, on pourrait parler de playoff Jimmy pendant des années, mais c'était assez fou quand même de voir que dans le classement des mecs les plus surcotés, il figurait parmi des joueurs, le signalait comme étant un des joueurs les plus surcotés. Moi, c'est tous les mecs aussi là ou pas dedans? Je crois pas. Est-ce qu'il y avait une voix pour Booker ou pas? Ok. On regardera, mais je crois pas. Ouais. Mais par contre, pris cher est-ce que les mecs qui ont voté pour Butler, finalement, c'est pas les mecs à qui il a mis une branlée avec l'équipe de J-League des Wolves à l'époque, par vengeance, qui ont voté contre lui pour l'humiliation, tu vois? Je pense que c'est les mecs qui mettent un peu plus de points en saison régulière, qui se disent ouais, pourquoi on parle de Jimmy Butler et pas de moi, je suis meilleur et tout. Bref, on en reparlera quand vous serez en playoff. Donc j'enchaîne sur une dernière question. Pour jouer un Game 7, tu préfères avoir Thibodeau, Julius Randle et RJ Barrett, ou Spoelstra, Gabe Vincent et Max Strus? C'est dur, moi j'aime bien Thibodeau. Ouais, non, pas Julius Randle. Moi, juste Spoelstra, quels que soient les joueurs autour, j'ai l'impression que ça suffit en fait. Ça veut dire que ça dénigre pas Thibodeau ou les joueurs qu'on a cités, mais juste je me rends compte de plus en plus, presque année après année, du niveau de ce mec au coaching. Au fur et à mesure que les saisons avancent, je me rends compte de chaque secteur qui l'impacte, de la manière dont il inspire les joueurs, de la manière dont il envisage le basket. C'est assez fascinant. On en parlait encore ce matin justement, mais donc Spoelstra avec n'importe qui contre n'importe qui en face, moi j'ai confiance. Donc là, ouais, alors surtout cette configuration-là, avec Randle qui a du mal à briller en playoff, avec Thibodeau qui est un petit peu trop dogmatique à mon goût sur cette série, malgré tout le bien que je pense de lui. Donc je réponds l'équipe coachée par Spoelstra, quelle qu'elle soit. Moi, je vais dire l'équipe qui a pas Randle. Randle sur un Game 7, je sais déjà ce qu'il va faire. 7 sur 26, 5 pertes de balles, des efforts inconstants. Je veux pas miser là-dessus. Et après, oui, honnêtement, bien sûr, Spoelstra, meilleur coach de la ligue. Gabe Vincent, Max Strus, en fait, tu vois, je sais qu'ils vont pas sortir de leur rôle sur un Game 7. Ils vont être dans leur rôle et ils vont bien faire ce qu'on leur demande. Julius Randle, il va se voir plus beau que ce qu'il ne l'est vraiment. Et il va sortir de son rôle en allant lui-même au-delà. Il va rater des tirs. RJ Barrett, je pense qu'il y a un manque d'expérience qui fait que sur un Game 7, ça fait un peu peur, même s'il fait une série plutôt correcte. Enfin, des playoffs plutôt corrects. Et Thibodeau, même si je pense que c'est effectivement un bon coach, je trouve qu'à chaque fois, en fait, Thibodeau, il y a un moment où on voit ses limites. Quel que soit le talent de son équipe. À Chicago, il avait une équipe très forte, mais à un moment, tu voyais la limite. Là, avec New York, il a quand même vraiment tiré le profit de cet effectif. Et
Juste, on voit les limites des Knicks. Alors, on voit les limites de leur effectif aussi. Hein. Mais on voit aussi les limites de Thibodeau. On en parlait dans le CQFR. Je pense qu'il y a très peu de raisons de ne pas faire jouer Evan Fournier sur cette série. Et encore une fois, pas chauvin, nos auditeurs peuvent m'écouter, mais je suis tout sauf chauvin. J'en ai rien à cirer. Mais quand je vous dis que j'en ai rien à cirer du côté français, pas français, je m'en fiche complètement. Evan Fournier, c'est pas non plus mon pote, je le connais pas. Mais par contre, tout ce que je vois, c'est qu'il y a un mec sur le banc, c'est un compétiteur. Certes, c'est pas un très bon défenseur, mais c'est pas le pire défenseur de la ligue. Et clairement, les Knicks, aujourd'hui, ce qu'ils ont besoin, c'est de scoring et de shooting. Et il y a un mec, je sais qu'il va se donner, je sais qu'il va faire les efforts, et je sais qu'il va mettre des shoots, et je sais qu'il a faim et qu'il attend que ça. Et non, que Thibodeau continue de le laisser sur son banc parce qu'il vit et meurt avec ses idées. Moi, c'est un truc, je me dis, mais sur un Game 7, en fait, Spoelstra, tu vois, Spoelstra, pour prendre exactement dans une situation similaire, à un moment, il avait besoin de tir. Duncan Robinson, je suis désolé. Il était à la cave. Ouais. Fournier et Duncan Robinson en défense, on ne peut pas me dire que, tu vois, que l'un est pénalisant et pas l'autre. Il ne faisait plus jouer du tout Duncan Robinson et à un moment, il s'est dit, ah là, j'ai besoin de shoot. Ah bah tiens, je vais le mettre lui. Lui, il met des tirs. Et il l'a mis. Et ça a marché. Ouais. Donc voilà, c'est juste sur tout ça. Non, mais t'as raison, en fait, je voulais même pas. La question, c'était plus une punchline pour mettre en avant le travail de Spoelstra plutôt que pour tirer à boulet rouge sur les Knicks. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi sur la force d'Eric Spoelstra. Et d'ailleurs, j'entendais Tim Legler, l'ancien joueur NBA, coach depuis et puis consultant, expliquer ça. Il racontait que la chose qui l'impressionnait le plus avec Eric Spoelstra, pour avoir discuté avec lui et longuement et puis l'avoir vu travailler, c'était sa capacité à tirer le meilleur de ses joueurs en les protégeant de leurs faiblesses. C'est-à-dire qu'un mec comme Duncan Robinson ou Strus qui vont être forts au tir, eh ben, il va les mettre il va leur permettre de tirer le profit de leurs points forts, mais pas de les mettre en situation où ils vont devoir dribbler, créer pour les autres. Non, il met une structure de jeu qui permet à chacun de ses joueurs, comme tu le disais Antoine, de jouer son rôle, et les mecs sortent pas de leur rôle, quoi. Et c'est comme ça que c'est quand même assez incroyable quand tu regardes le roster de cette équipe. Et effectivement, tu dis Duncan Robinson, ça fait un an et demi quasiment qu'il joue plus. Là, il sort. Et en fait, il est efficace. Il n'est pas aussi bon que l'année où il a signé son gros contrat, mais il apporte en fait. Il n'y a pas un moment où tu dis vraiment il pénalise l'équipe. Et je suis d'accord avec toi pour ce qui est d'Evan Fournier. C'est la question que je me posais aussi en regardant les matchs. Il y a un moment, il y avait un temps mort, enfin sortie de temps mort, et tu vois Evan Fournier assis à côté de Derrick Rose en train de se rouler les pouces. Tu dis ouais, il y a peut-être des choses à tenter quand même en fait. Je m'attends pas à voir MVP et Derrick Rose débarquer sur le terrain, ni forcément Evan Fournier finir un match claquer 25 points. Non, mais ils ont l'expérience. Il y a des choses à tenter, quoi. Ils ont l'expérience du haut niveau. Rose, avoir NBA, Evan Fournier, sur les échanges internationaux, il a quand même joué des gros matchs. Donc, c'est un contexte de playoff. C'est pas un rookie qui arrive et sur lequel tu peux pas. Donc, non, là, ça fait partie du dogmatisme de Thibodeau qui a pu lui coûter cher par le passé. C'est difficile il va pas changer maintenant à cet âge-là. Et surtout que sa manière, sa méthode, elle est plus ou moins validée en saison régulière sur 2 des années où il a coaché les Knicks. Et je pense qu'il en changera pas, malheureusement pour Evan et malheureusement sans doute pour les Knicks, parce que là, je les imagine mal renverser la situation en l'état actuel. Ce qui est fou, c'est qu'en fait, là, ils sont pas loin de prendre ce Game 4. Je me permets d'enfoncer un peu le clou là-dessus, mais ce match, il est serré. Quentin Grimes, il joue quoi, 42 minutes 40 minutes Ouais. À quel moment tu peux pas en donner 20 sur ces 42 à Fournier, et ces 20 minutes où tu mets un plus 10 au hit, tu gagnes ce match en fait. Et tu es à 2-2, Game 5 chez toi, dans un Madison Square Garden de folie en fait. Ça change toute la physionomie de la série. Tout. Et tout ce qu'on dit là serait différent en fait. Si en même temps... Pardon, vas-y Antoine. Non, si juste tu prends, tu vois, des fois, ton truc marche pas, donc faut aussi savoir changer les choses, tu vois. D'autant qu'en même temps, New York est passé pas loin d'être mené 3-0 en fait, parce que le Game 2 qu'ils prennent avec une équipe sans Jimmy Butler qui est devant quasiment tout du long et ça se joue sur la fin, et là chapeau aux joueurs des Knicks d'avoir eu le sang-froid d'aller chercher ce match là, parce que c'était vraiment une belle victoire pour New York. Il y a quand même 15 scénarios où tu dis non, New York il repasse pas devant et il se retrouve mené 3-0 en demi-finale de conférence, quoi. Donc bon. Pas incompréhensible, mais des questions pour cet été toujours du côté de New York, ce qui enlève rien à leur très belle saison régulière et à leur très beau premier tour, hein. Ça n'enlève rien. Ça fait quand même plaisir de revoir New York à ce niveau-là.
On parlait. Alors, j'avais une question, bon, un petit peu provocatrice, mais c'est vrai que quand on a appris la blessure à la main de Tyler Hero, on s'est dit, bon, bah, c'est mort. Moi, le premier, Antoine et moi, notamment, on s'était dit, premier tour contre Milwaukee, bon, bah, c'est pas possible. Ils ont tout simplement pas suffisamment d'armes pour espérer passer Milwaukee. Même à l'époque, on savait pas quand Giannis pourrait revenir. Finalement, ils ont réussi à passer. La question se pose maintenant de savoir si jamais Miami pouvait pousser l'aventure un peu plus loin. Est-ce que Tyler Hero serait en capacité de revenir à la compétition avant la fin de la saison? À voir. Mais une question plutôt pour l'avenir. Si tu étais le Miami, tu préférais avoir Tyler Hero pour l'avenir ou Austin Reeves? Waouh. Je sentais que ça serait ça la question. Je suis désolé. Donc, tu as préparé quelque chose? Non, je vois que ma caméra a disparu. J'ai le retour, c'est bon, on te voit. Ouais, j'ai dû. Ah ouais. Peu importe, j'ai dû changer la source de la caméra. Donc, ouais, moi, honnêtement, Austin Reeves. Austin Reeves, et j'imagine pas ce que donnerait un joueur comme Austin Reeves dans un contexte comme celui de Miami. Après, je pense que Hero a peut-être plus de talent et il a aussi un côté un peu fuck you à la Austin Reeves. Mais je sais pas, il y a un truc avec Reeves qui m'a l'air vraiment très intéressant sur sa combativité, sa capacité à faire plus de choses peut-être. Je pense que ça sera. En fait, je pense que Hero, c'est un meilleur scoreur, un meilleur shooter, meilleur scoreur, mais j'ai l'impression que sur tous les autres compartiments du jeu, que ce soit physique, mental, défense, etc., j'ai l'impression que Reeves va être meilleur que lui. Ah bah défense, il n'y a pas photo. Ouais, défense, il n'y a déjà pas photo. Ouais. Non mais Reeves serait Miami compatible, il n'y a aucun doute là-dessus, je pense. C'est pas. Mais moi, ce qui m'impressionne le plus, au-delà de tout ce qu'il apporte, même cette saison, il a déjà beaucoup apporté en régulière, même quand ça allait pas très bien pour les Lakers. C'est quand même ses quatrièmes cartons et les moments quand c'est chaud, il est là, il tremble pas, alors qu'il a pas forcément la même expérience que les autres mecs sur le terrain et il arrive à faire le bon choix, la bonne passe, le bon tir, il rentre ses lancers quand c'est chaud, la bonne action défensive. Enfin, il continue c'est le côté sang-froid et niveau égal d'intensité et il panique jamais. Je suis d'accord, je pense que ça va encore grimper. Ils vont peut-être pouvoir réparer l'erreur qu'ils avaient faite en laissant partir Caruso. On les a beaucoup comparés, pas toujours à juste titre. C'est pas parce que les deux mecs sont blancs et jouent à peu près au même poste et mettent de l'intensité que c'est les mêmes. Mais sur le côté joueurs qu'on n'attendait pas et qui sont un peu de nulle part et qui apportent un supplément d'âme, il apporte pas qu'un supplément d'âme. Austin Reeves, il apporte là sur le dernier match, il apporte 21 points et des choses dans les moments où il faut les apporter. Donc Reeves, je pense, je suis de plus en plus convaincu qu'il serait bon absolument partout en NBA et que c'est pas juste circonstanciel et la belle histoire du mec qui est là au bon moment, au bon endroit. Là, il est en train de montrer qu'il méritait déjà sa chance avant et il aurait probablement fini par percer n'importe où avec un coach bien intentionné, quoi. L'ironie, c'est qu'Austin Reeves, c'est typiquement le genre de joueur dont auraient besoin les Warriors aujourd'hui, pour le coup. L'adversaire des Lakers. Ils n'ont pas un mec comme ça, à part Curry, capable de faire des différences balles en main et de reposer un peu un Steph, justement. Et ça fera un joueur non drafté de plus à Miami, au passage. Oui, c'est ça. Exactement. Exactement. D'ailleurs, pour rester sur la série, pour faire la transition avec la dernière série dont on n'a pas trop parlé, alors la vraie question qui tue, je pense, donc les Warriors menaient 3-1 maintenant. Comme tu le disais ce matin dans le CQFR, Shai, c'est une des rares équipes qui a déjà réussi à revenir d'un 3-1 quand ils étaient menés par OKC. Mais la question que je vous pose, c'est est-ce que cette équipe de Golden State a encore assez de jus en attaque pour pouvoir venir à bout de la défense des Lakers? Antoine a l'air assez convaincu. Non. En fait, ironiquement, ils peuvent gagner cette série, mais je ne crois plus du tout au fait que Golden State sera champion. Ça, après, peut-être que c'était déjà une erreur d'y croire alors qu'ils ont terminé 6e, mais tu vois, il n'y a pas si longtemps, je pensais encore que les Warriors pouvaient aller en finale et qu'il y avait une carte à jouer. Là, j'ai l'impression que c'est l'équipe d'un homme. Et alors Curry, il peut sortir 3 exploits de suite. Et donc, du coup, je serais tenté de te dire, bah ouais, du coup, peut-être qu'ils peuvent gagner cette série. Mais là, pour moi, il faut des changements cet été. Cette équipe, si on reprend ta question, donc cette équipe aujourd'hui, telle qu'elle est, je pense qu'elle n'est plus assez forte pour gagner le titre. Et du coup, je pense que la défense des Lakers expose encore plus
à quel point cette équipe est devenue l'équipe d'un homme, entre guillemets. Ouais, moi je pense que je vais pas me projeter aussi loin que sur le titre ou sur la saison prochaine, mais je pense qu'ils sont capables de sortir, de revenir. Hein. C'est pas, enfin, c'est des mecs qui l'ont déjà fait par le passé. C'est un nouveau challenge. On sait qu'ils sont friands de nouveaux challenges. Par contre, j'ai jamais été aussi inquiet pour eux sous cette version-là que maintenant, parce que psychologiquement, je trouve que les Lakers ont l'air d'avoir pris le dessus. À partir du moment où Anthony Davis et LeBron James sont en bonne forme physique et tiennent le choc, je pense vraiment que ça va être compliqué parce que, comme tu le dis, Curry est vraiment trop seul. Et même, peut-être, on dit ça, on va peut-être s'enflammer dans 2 jours parce qu'il aura mis 66 points et qu'il aura fait gagner le match 5. Mais ça me semble quand même compliqué. Après, je vais bêtement reprendre l'adage du fameux cœur du champion qu'il ne faut pas enterrer. Et donc, sur cette série-là, j'ai encore envie d'y croire parce que Klay Thompson, et même si tu avais raison ce matin en disant qu'il était plus capable forcément de créer des choses plus compliquées que du spot-up. Voilà. Mais sur un match, il est capable encore de mettre 9 ou 10 paniers à 3 points. Je pense qu'ils sont encore capables de faire ça, sauf qu'ils peuvent plus le répéter. Donc, sur une série, je pense qu'ils peuvent encore revenir. Mais j'ai jamais été aussi inquiet et pessimiste pour eux, je pense. Et pas que à cause de tout ça, hein, plus la dynamique générale et l'argent engagé sur Jordan Poole et ce qu'il donne. Toutes ces choses-là. Donc, je vais pas être aussi catégorique que toi sur cette série. Au-delà, je suis quand même inquiet, c'est vrai. Mais moi, j'aurais jamais cru dire ça, je pense, des Warriors, mais je m'inquiète pour leur attaque, en fait. Et je suis pas sûr qu'ils aient suffisamment de jus en attaque pour pouvoir battre cette équipe des Lakers avec cette version d'Anthony Davis, qui est, je pense, le défenseur le plus impactant de tous les playoffs. Là, j'ai retrouvé, on retrouve l'impact incroyable qu'il avait avec Kentucky à la fac, où il était, je sais pas, il devait être 3e meilleur marqueur et c'était quand même le meilleur joueur sur le terrain par sa capacité à impacter le jeu par sa défense. Là, les ajustements du coaching staff des Lakers ont été excellents, lui permettant justement de rester cette menace défensive permanente. Tu vois, il y a je sais pas combien d'exemples maintenant où tu vois des joueurs des Warriors qui commencent à driver et boum, qui ressortent tout de suite en fait. Ils voient qu'il y a Anthony Davis et ils disent non, c'est même pas la peine, ils ressortent la balle. Et derrière, j'ai l'impression que le problème de Jordan Poole, c'est qu'il est tellement pénalisant en défense qu'il est à ce stade où c'est compliqué de le faire jouer en attaque. Et si tu le fais pas jouer en attaque, je suis pas sûr que les Warriors aient suffisamment d'armes offensives pour pouvoir gagner cette série. Parce que Klay Thompson, en fait, ce que tu dis, c'est très juste, Shai, il peut te sortir un match à 9 points, à 9 paniers à 3 points. C'est pas impossible. En fait, je pense qu'aujourd'hui, à ce stade de sa carrière, Klay Thompson, sa plus grande force, c'est que la défense est obligée de le respecter. Justement parce qu'il peut mettre 9 tirs à 3 points. Donc, il va déformer la défense comme Curry déforme la défense. Et le problème des Warriors, c'est qu'il n'y a personne, pour l'instant, qui va pouvoir profiter de ça pour scorer, sur qui vraiment t'appuyer, un mec sur qui tu sais, lui, il va nous mettre les paniers, en fait. C'est ça. C'est un peu voilà, je vous invite à regarder le CQFR de ce matin, mais on allait déjà dans ce sens. Et je vais double down, mais je pense que Jordan Poole, c'est le joueur, de toute façon, ils l'ont payé pour être ce deuxième joueur. Je pense qu'après le titre, c'était l'évolution attendue. Le mec a très mal commencé en NBA, il a explosé, il a progressé. C'était un candidat au MIP. On parlait, tous les joueurs des Warriors l'an dernier ont tenu ce discours. Il a énormément progressé, il a bossé sur son jeu. Et c'est vrai. Quand il était titulaire, il avait le niveau d'un All-Star, Jordan Poole, offensivement parlant. C'était un mec à 24-25 points quand il était titulaire. Et ils lui ont donné de l'argent pour ça, pour tenir ce rôle. L'idée, c'était même cette saison qu'au final, de tenter de jouer super petit avec Poole, Thompson et Curry. C'est tout le plan des Warriors à reposer là-dessus. Et la descente aux enfers de Jordan Poole change énormément de choses parce qu'ils n'ont plus qu'un seul slasher. Il n'y a pas un joueur, à part Curry, qui est capable de poser un dribble. Gary Payton, il est fort dans son rôle, mais il ne va pas percuter. Du coup, je pense qu'il y a un ajustement encore possible, c'est de faire jouer Andrew Wiggins en attaque. C'est peut-être pas peut-être pas pour driver, et encore il est capable de le faire, mais je pense que là, sur le prochain game, Steve Kerr, il va devoir se dire qu'il y a toute une partie de l'attaque qui va devoir tourner sur des 1 contre 1 d'Andrew Wiggins, des post-up, peut-être quelques pick and roll, des isolations à mi-distance, des trucs qu'il sait faire, qui étaient même censés être sa marque de fabrique à son arrivée en NBA. C'était quand même censé être une star, un scoreur. Je pense qu'ils vont devoir lui demander beaucoup parce qu'il n'y a pas un mec qui fait la diff.
Poole, je suis d'accord avec toi, s'il met pas ses tirs, et clairement il est frustré, il est hors de confiance, je sais même pas s'il n'a pas déjà un pied en dehors de Golden State aujourd'hui, Jordan Poole, il sert à rien s'il prend pas feu. Il sert à rien, il est pénalisant. Ouais, c'est compliqué parce que un joueur finalement qui a porté beaucoup d'attaques, c'est Kevin Looney en fait, par ses rebonds offensifs. Ouais. Et en fait, les Warriors se retrouvent dans une situation où ils essaient de jouer avec un seul grand, donc effectivement un grand entre guillemets, hein, parce que quand t'as Draymond Green, c'est pas un grand, et quand t'as Jermichael Green et Draymond Green, c'est pas jouer grand, on est d'accord. Mais il y a ce problème effectivement de complémentarité. J'avoue que je suis un peu surpris aussi. Alors je dis pas que ça aurait été la solution à tous les problèmes de Golden State, mais de la disparition de Jonathan Kuminga de la rotation. Je sais pas vraiment ce qui s'est passé. En fait, je me l'explique pas complètement parce que là, en fait, encore dans tous ces playoffs, je trouve que la question de la taille est souvent intéressante dans les séries et les Lakers ont énormément de taille. Et je trouve qu'ils imposent un défi physique aux Warriors auxquels les Warriors ont du mal à répondre pour les raisons que tu as soulignées, Antoine. Si leur small ball fonctionne et que Jordan Poole met 25 points et pas ridicule en défense ou fait pas des fautes stupides qui donnent des lancers francs, bah, t'as une carte à jouer. Si c'est pas le cas, ils sont vraiment petits les Warriors. A fortiori s'ils jouent sans Kevin Looney pour essayer de booster leur attaque. Je comprends pas trop ce qui s'est passé pour Jonathan Kuminga, sachant qu'encore une fois, hein, c'est pas une solution, c'est pas la solution scoring numéro 1 ou magique pour les Warriors. Mais au bout du compte, j'ai l'impression que c'est finalement que le coaching staff des Lakers a mieux su trouver des solutions dans ses rotations, trouver des ressources que Steve Kerr et son staff. Mais d'ailleurs, juste si je peux me permettre, ça renvoie encore à quel point Anthony Davis est dominant parce que, en vérité, les Warriors, ils jouent small ball pour jouer plus rapide, plus mobile et justement essayer de compenser le fait qu'ils ont qu'un slasher, essayer de vraiment être offensif tout en prenant de vitesse les Lakers. Sauf qu'en fait, les Lakers, ils ont leur propre small ball avec Anthony Davis en pivot et on l'a dit je ne sais combien de fois, la meilleure version des Lakers, c'est si Anthony Davis il joue pivot et pas il est fort. Oui, parce qu'il est grand, mais il est mobile. Et en fait, du coup, les Lakers sont les principes du small ball, tout en ayant ce mec qui physiquement terrasse les Warriors. Donc, et je suis d'accord avec toi, Kuminga, ça peut être une réponse. Il est athlétique, il peut au moins gêner Anthony Davis. Peut-être même ils doivent tenter, tu vois, un 5 où Kuminga, c'est le pivot ou l'ailier fort avec Draymond Green sur 5-6 minutes. De toute façon, il change de 5 à chaque match maintenant, Steve Kerr. Et ça te montre déjà à quel point Golden State est en difficulté, je pense. Ouais, je trouve aussi. Ouais. Bon, après, je dis, la série est certainement pas finie. Du moins, j'espère qu'elle n'est pas finie dans tous les cas, parce que c'est quand même une confrontation. La confrontation LeBron-Stephen Curry, je sais pas combien de fois on aura encore l'occasion de la retrouver en playoff, donc il vaut mieux en profiter à fond. Voilà, nous c'était nos questions, les grandes questions qu'on se posait sur ces séries de playoffs. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. Ça sera à nouveau le lundi comme c'est d'habitude. On s'excuse encore d'avoir décalé au mardi ces 2 dernières semaines. Ce soir, mardi, donc vous retrouverez la Late Session avec Shai Mamou, Antoine Pimel comme d'habitude. Tous les matins du lundi au vendredi, le CQFR. Tout le reste, c'est sur Basket Session. L'actualité décryptée, analysée en continu. Voilà, on espère simplement que vous kiffez ces playoffs autant que nous. Et puis, on vous dit à très vite. Ciao. 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 The game is out there. And it's either play or get played.